m'appelle Alexia Le Souder, j'ai 21 ans et je suis éducatrice canin depuis 2 mois dans les alentours de Lorient. Alors pour nos auditeurs qui ne sauraient pas forcément en quoi ça consiste, éducatrice canin, ça veut dire quoi globalement? En fait, c'est aider les propriétaires de chiens tout simplement à vivre une relation saine avec son chien, pouvoir se balader correctement, les aider en fait dans l'éducation de leur chien et améliorer leur relation, répondre aux besoins du chien, etc. C'est là que je vais rentrer en jeu du coup pour les accompagner. Et alors vous, qu'est-ce qui vous a intéressé dans cette voie? Déjà, dans un premier temps, quand j'ai eu mon chien à 18 ans, au départ, j'étais pas partie du tout là-dedans. J'étais plutôt dans l'équin. Et en fait, quand j'ai commencé l'éducation avec mon chien Ice, ça a été un peu dur, je l'avoue, parce que dû à la race Husky. Et du coup, ça m'a donné envie de bosser à fond, d'avoir un chien bien dans ses pattes, comprendre le chien, décoder justement toutes ces mimiques pour comprendre les différentes réactions en fait. Et du coup, c'est ça qui m'a donné envie de devenir éducatrice et d'aider les gens justement à avoir cette même relation avec leur chien. Et vous avez toujours baigné dans un univers avec des chiens quand vous étiez petite? Il y avait déjà un chien familial? Ouais, il y avait déjà un chien. Petite, mes parents avaient un bosseron qui s'appelait Tom. Et c'était un super chien. Donc, il faut savoir que moi, j'avais 2 ans, j'étais toute petite et le chien faisait presque 3 fois ma taille. Il était super, vraiment, ce chien. Et après, on a toujours eu des chiens. On a eu justement une croisée husky. On a eu pas mal de races à la maison. Et c'est pour ça aussi que j'aime les animaux et que j'étais partie dans ce domaine-là déjà. Et donc vous avez donc votre entreprise, donc Loutopia. Ouais. Alors dans le nom Loutopia, on retrouve le mot loup. Est-ce Ouais. que c'était volontaire de placer cette syllabe dans ce nom? Ouais, c'était volontaire. C'était par rapport à mon chien, tout simplement, parce qu'en plus, il se rapproche quand même du loup. Et son surnom, c'est mon loup aussi. Je l'appelle beaucoup comme ça. Donc, c'est vrai que j'ai trouvé ça intéressant de le caler là par rapport à lui, parce que c'est quand même grâce à lui que je suis là aujourd'hui à faire ce travail qui me passionne. Et vous avez déjà été contacté justement par des gens? Où est-ce que vous en êtes un peu aujourd'hui dans le pays de l'Orient? À Lorient, ouais, j'ai déjà eu quand même pas mal de clients. Enfin, pas mal. Je débute, mais voilà. L'objectif, c'est de se faire connaître dans tous les cas. Et écoutez, ça se passe super bien parce que en général, on attire les clients qui reflètent aussi notre personnalité. Donc, c'est super d'avoir des personnes avec qui échanger et qui veulent justement harmoniser leur relation comme ça avec leur chien. Ça me fait Oui, plaisir. j'imagine justement que vous avez plusieurs types de chiens aussi que Ouais, vous recevez, donc forcément plusieurs personnalités. c'est Si ça. vous les avez ensemble, des fois il y en a qui ne matchent pas ensemble. Vous recevez des fois des difficultés par rapport à certains chiens, par rapport à d'autres. Oui, ça va dépendre de beaucoup de choses. Ça va dépendre du caractère, du passé, de la vie en famille, du propriétaire. Enfin, ça va dépendre de plein de choses. Mais oui, ça arrive d'avoir des difficultés. Après, à moi d'y répondre de résoudre ce problème-là avec différentes solutions qui s'adaptent au chien. Mais oui, ça arrive. Alors, je pose une question sans viser qui que ce soit, mais est-ce qu'il y a des races qui sont quand même plus faciles à éduquer que d'autres? Et inversement, est-ce qu'il y en a qui sont quand même, disons, pour un public déjà bien adapté aux chiens? J'aime pas trop faire des généralités, mais c'est vrai qu'il y a quand même des races qu'on va pas forcément conseiller en premier chien. C'est toujours possible, avec du travail, si on est impliqué, je veux dire. Mais c'est vrai que, bon, par exemple, le husky, puisque c'est le chien que j'ai, par rapport à la prédation, c'est vrai qu'il va falloir quand même pas mal bosser l'instinct, parce qu'en plus, ça fait partie de la génétique. Il faut prendre tout ça en compte quand on choisit un chien, et pas seulement l'aspect beauté. Donc oui, tout ce qui est chien de chasse, c'est vrai qu'on évite quand même en premier chien, chiens qui ont un instinct quand même développé. Voilà, on évite quand même. Ou les chiens qui ont vraiment des besoins spécifiques. On va avoir aussi les chiens de berger euh, qui ont vraiment des besoins à respecter au niveau du travail, quoi. Enfin, de la dépense mentale, je veux dire. C'est des chiens qui ont besoin de travailler, qui aiment l'ordre. Donc voilà. C'est pour ça que je préfère dire aux gens d'éviter ce Alors on genre dit que de le choses. husky se sauve facilement. Est-ce que c'est vrai ou pas? Il est Alors, assez fugueur. oui et non. C'est-à-dire que en fait, à partir du moment où on répond aux besoins du chien, c'est-à-dire dépenses physiques, mentales et sociales,
Bah, en fait, notre chien, il va avoir beaucoup moins tendance à partir. J'ai eu le souci avec le mien, justement, qui partait beaucoup, mais parce que je le dépensais pas assez. Et il était très souvent attaché au début, parce que je le travaillais. À partir du moment où je l'ai lâché en libre, je l'ai bossé, il partait plus du tout. Il faut aussi bosser la relation avec son chien, parce que le husky, c'est un chien indépendant. Donc même s'il adore son maître, il a besoin d'explorer. Donc c'est là aussi qu'il faut réussir à avoir un certain équilibre, c'est-à-dire que bah, mon chien, il va pas rester sur les chemins, il va aller pister un petit peu, ok. À partir du moment où il reste quand même proche de moi, ça me va. Du coup, je lui mets, pour Ice, je lui mets une petite clochette comme ça. Même si je le vois pas, je l'entends, donc comme ça, je suis pas tout le temps en train de l'appeler. Voilà. Les clients que vous avez actuellement, ce sont des personnes qui ont des chiots ou des personnes qui ont des chiens plus âgés. Et est-ce qu'on peut faire, est-ce qu'on peut dresser entre guillemets ou s'occuper de chiens plus âgés qui ont pris de mauvaises habitudes pour qu'ils en prennent d'autres? Ok. Alors, bah, j'ai quand même pas mal de chiots ou de jeunes chiens parce que c'est surtout dans cette période-là que les chiens ont tendance à désobéir et où on galère un petit peu avec son chien. Donc, oui, c'est vrai que j'ai pas mal de jeunes. Mais j'ai aussi des plus âgés, donc qui ont entre 3 et 4 ans. Et là, ça va être des problématiques comme de l'agressivité, de la peur. Et donc, oui, tout est possible. Là, on peut même à 6 7 ans venir me voir et me dire j'ai tel problème avec mon chien et c'est réglable. Ça, on peut régler ce souci-là. Par contre, l'inconvénient, c'est que ça va être un peu plus long. C'est-à-dire que le chiot, enfin, quand on prend le problème chiot ou jeune, c'est plus facile pour le chien d'apprendre parce que tout simplement, il n'a pas pris l'habitude et il n'a pas. Ça fait pas 7 ans, par exemple, qu'il réagit sur des chiens et qu'on lui dit par exemple, enfin exemple tout bête, j'ai des clients, quand leur chien il est réactif, il caresse. Conclusion, le chien il prend ça comme une récompense, donc c'est bien ce que je fais. Quand ça fait 2 mois, on va dire, c'est facile à régler, puisque le chien s'est pas habitué. Quand ça fait 7 ans, ça va être beaucoup plus long comme processus à, à mettre en place pour éliminer justement cette habitude, quoi. On peut tout corriger avec un chien au Il y niveau a des des choses habitudes? qui peuvent rester quand même, parce qu'il faut prendre en compte la génétique, hein. On va pas demander à un husky de... Par exemple, je prends toujours l'exemple de mon chien, mais on va pas demander à un husky de rester au pied toute la balade, quoi. Enfin, même pour un chien, globalement, c'est quasiment impossible, parce que sinon, il n'a pas la possibilité de s'épanouir pendant sa balade, mais on peut pas demander la même chose à chaque chien, ça c'est sûr. Est-ce que vous auriez des petits conseils à donner à nos auditeurs pour des personnes qui auraient un chiot sur des choses à faire de manière automatique pour éduquer leur chien et des personnes qui ont un peu plus de mal? Est-ce que vous auriez comme ça des petits conseils à nous donner? Bah, pour les chiots, en tout cas, premier truc, deux trucs, on va dire, un peu les pires que j'ai fait l'erreur aussi. Ne pas utiliser d'alaise, premièrement, pour la propreté avec les chiots. Parce qu'en fait, on va les mettre à un endroit, donc on demande à notre chiot de faire pipi sur cette alaise-là. Le souci, c'est que c'est dans la maison. Donc le chien, eh ben, il apprend que bah, faire pipi dans la maison, c'est OK. Alors que ce qu'on veut, nous, c'est apprendre la propreté et que notre chien aille dehors. Donc du coup, là, plutôt, ce qu'on va faire, c'est sortir après chaque repas, chaque moment de jeu, après chaque sieste. Et parce qu'en fait, après ça, le chien, en général, il a envie de faire ses besoins. Et du coup, on va le féliciter à chaque fois qu'il va dehors et qu'il fait ses besoins dehors. Autre petit truc, éviter la laisse enrouleuse. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est quand même mieux d'avoir une laisse simple et courte pour apprendre déjà tout simplement la marche en laisse, pour éviter d'avoir des longueurs différentes. Parce qu'en fait, notre chien, il va pas forcément comprendre pourquoi j'ai plusieurs longueurs, pourquoi à telle longueur je peux tirer et à telle longueur je ne peux pas. En plus, il faut savoir que la laisse enrouleuse, ça fait une petite tension un peu constante sur le chien. Donc, bah, inconsciemment, ça lui apprend un petit peu à tirer, quoi. Voilà, ces deux petits conseils-là qu'il faut vraiment éviter, je trouve. Et ainsi, j'en ai un autre, un dernier qui est vraiment extrêmement important, c'est la socialisation du chien, du chiot même. C'est-à-dire bah, balader son chien tous les jours si c'est possible. Répondre à la dépense mentale, donc laisser le chien sentir les odeurs, lui demander des petits exercices, lui apprendre des petits tips comme le assis, couché. Ça participe aussi à la dépense mentale. Et très important aussi, pas l'oublier, la dépense sociale, donc voir des congénères, parce que le chien est un animal social, il a besoin de voir des congénères, donc c'est vraiment important de respecter ces trois besoins-là pour avoir un chien cool et bien dans ses pattes. Et en termes de mots qu'un chien peut comprendre, est-ce qu'il y a
un certain nombre de mots, c'est limité ou c'est vraiment illimité? Est-ce qu'il vaut mieux faire des phrases longues, plutôt utiliser des mots courts? Alors, ça va dépendre des chiens. Il y a des chiens plus intelligents que d'autres, mais on dit en général la capacité d'apprentissage d'un chien, ça équivaut à un enfant de 7 8 ans euh, pour, euh, pour comprendre les mots. Après, au niveau de l'apprentissage, il faut éviter de faire des phrases parce que tout simplement ils comprennent plus vite et il vaut mieux faire des phrases courtes, tout simplement parce que votre chien, admettons, il connaît, par exemple, je veux rappeler mon chien, je lui demande un rappel, je lui dis Ice, tu peux venir là? Bah, ça fait beaucoup de mots. Alors que si je lui demande juste Ice, bon, déjà, premièrement, je l'interpelle puisque je dis son prénom. Et en plus, je lui demande Viens. Et là, du coup, il comprend beaucoup plus facilement ce que je lui demande. Donc, c'est plus facile. Donc, évitez de faire des phrases. C'est ce qu'il faut. Et on associe le prénom du chien avant l'ordre, toujours? Ouais, bah pas forcément toujours, mais c'est vrai que par exemple quand on a un chien dissipé ou quand mon chien je vais lui demander un rappel et qu'il est un petit peu le nez en l'air en train de sentir une odeur, je vais l'interpeller avant de lui demander un rappel effectivement pour qu'il se dise ah tiens on me parle. Mais sinon on n'est pas forcément obligé de mettre toujours le prénom devant. C'est pour interpeller plutôt. On va rester un peu sur les chiens encore parce qu'il y a beaucoup de vidéos. Moi, je traîne pas mal sur les réseaux et je vois souvent des vidéos où il y a des conflits un peu dans les commentaires. Je Ouais. pense que vous devez en voir. Ouais. Où on voit des chiens dans des scènes et en commentaire, on a d'un côté les gens qui trouvent ça mignon et d'autres qui disent non, mais là, il est dans une situation, ça se voit qu'il Ouais. il craint, etc. Est-ce qu'il y a des signes un peu pour justement voir quand un chien euh, n'aime pas une situation alors que nous, en tant qu'être humain, on peut se dire tiens, il apprécie, en fait, il apprécie pas. Quels sont les Ouais. signes qu'on peut essayer de détecter dans ce genre de situation? Et bah, par exemple, le premier exemple que je pourrais prendre, qui est très souvent confondu, c'est un chien qui remue la queue. Un chien qui remue la queue, c'est pas forcément un chien content. Je veux dire, à l'approche d'un congénère, il peut être stressé, remuer la queue, et ça veut pas dire qu'il va l'accueillir correctement. Des autres petits signaux, bah, le grognement, montrer les dents, relever les babines, se détourner complètement aussi du congénère, ça peut, ou même de la situation, ça peut être un signal, on appelle ça des signaux d'apaisement. Sinon, la crête aussi au niveau du dos. Le léchage de truffe aussi. Le bâillement aussi. Ça rentre dans ces petits signaux-là qu'on peut déceler, où on peut voir un malaise justement chez le chien. Voilà. Et quand on vous contacte, justement, comment ça se passe? Donc, vous dites que d'abord, vous faites une première évaluation du chien que vous allez recevoir. C'est vous qui vous déplacez ou c'est on vous amène le chien? Comment ça fonctionne? Je me déplace à domicile effectivement, bah, dans un premier temps pour voir où vit le chien, comment vit le chien. Parce que ça me paraît important. Même si je demandais aux personnes de venir, je ne pourrais pas réellement voir dans quelles conditions il vit, je veux dire. Et oui, après, je fais une évaluation comportementale où je pose plein de petites questions par rapport au duo, enfin, ce à quoi le chien a droit, comment il est nourri, etc. Parce que ça joue sur beaucoup de points. Ça vous est déjà arrivé d'avoir une situation où justement vous vous déplacez pour résoudre un problème quelconque et très rapidement vous vous rendez compte qu'il y a vraiment un problème que les maîtres n'ont pas vu et que vous avez vu en 2 secondes, quoi. Ouais, ça arrive très très souvent. Bah, tout simplement parce que les gens ils connaissent pas forcément le comportement canin. Après, bon, quand j'explique aux gens, ça se passe très bien et ils me disent ah oui, c'est vrai, mais je l'avais pas vu comme ça. Exemple, l'hyperattachement. Oh, mon chien, il me suit partout, c'est trop mignon. Moi, j'adore. Bah oui, mais non, parce que là, votre chien, il est en fait en stress à chaque fois que vous vous déplacez. Il a peur que vous partiez. C'est vrai que voilà, ça arrive souvent. Et donc, puisque je parlais de contact tout à l'heure, comment est-ce qu'on peut vous contacter si on a envie de voir avec vous pour justement avoir une meilleure éducation canine? Alors, on peut me contacter par téléphone. Je donne mon téléphone. Oui, oui, allez-y. Au 07 81 59 86 76. Sinon, il y a la possibilité de me contacter via mon site internet, donc loutopia.bzh. Donc, on peut cliquer sur me contacter et donc on va arriver sur mon mail. Autre solution, sinon, c'est les réseaux sociaux, donc par Facebook ou Instagram. Voilà. Je rajouterais juste une dernière question qui serait plus un conseil pour nos éditeurs, surtout pour ceux qui chercheraient justement à avoir un chien. Ouais. C'est une période qui est cruciale. Déjà, comment est-ce qu'on y va? Est-ce qu'on passe par des refuges? Est-ce qu'on va à la SPA? Déjà, voilà, première question dans la question.
Et la deuxième, c'est comment est-ce qu'on trouve notre chien qui nous correspond. J'imagine que si on est sportif, il nous faut un sportif, etc. Et comment est-ce qu'on peut trouver le bon chien? Alors, en ce qui concerne les refuges ou les élevages, pour un premier chien, je suis d'avis de prendre en élevage. Pourquoi? Parce que c'est tout simplement de la découverte en fait. On a un chien, si on prend un bon élevage, toujours faire attention à prendre de bons élevages qui sociabilisent bien les chiots, qui les sortent, etc., qui voient des congénères pour pas qu'ils aient peur, parce que cette période-là est quand même cruciale, de 2 jusqu'à 4-5 mois, c'est vraiment important. Mais oui, plutôt en élevage, pour avoir un chien qui n'a pas de soucis, de séquelles, de traumatisme, c'est plus facile à gérer. Et c'est une charge mentale beaucoup plus facile à supporter qu'un chien qu'on adopte en refuge, dont on ne connaît pas forcément les parents aussi. Donc on ne peut pas forcément appréhender non plus notre chien de la même manière que quand on adopte en élevage. Et la deuxième question, je l'ai oubliée. C'était pour savoir comment est-ce qu'on trouve le chien qui nous correspond. Ok. Alors, faut énormément se renseigner sur la race, les besoins de la race. Effectivement, si on est casanier, il vaut mieux prendre un chien qui n'est pas forcément très sportif, même si on rappelle, il faut quand même balader un chien, même si on est casanier et qu'il n'est pas très sportif. Effectivement, par exemple, on va pas prendre un carlin pour aller, alors qu'on adore la randonnée en montagne, ça va pas du tout faire. Voilà. Voilà, c'est ce que je conseillerais, faire attention, oui, à ce que le chien nous corresponde. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur vous, sur l'éducation de manière générale? Si je voulais préciser que je travaille en éducation bienveillante. C'est-à-dire que pour moi, en fait, c'est important de quand même marquer des interdits pour un chien. Savoir lui dire non, mais savoir récompenser aussi correctement et être dans le respect du chien également. Voilà ce que je voulais rajouter. J'aime